Bonjour Brigitte, bienvenue. Bonjour. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Bien, merci de me permettre d'être là. Super. Donc Brigitte, vous êtes, journaliste. Vous avez écrit de nombreux livres sur la santé naturelle, Quelques-uns, oui. quelques-uns. Je vous laisserai peut-être vous présenter, vous le ferez certainement mieux que moi. Simple Mmh. petite information pour que, tout soit clair au niveau pratico-pratique. Vous le voyez, il y a la possibilité d'échanger durant le webinaire, donc sentez-vous libre de le faire. Il y a un onglet Q&A, donc n'hésitez pas à nous partager toutes vos questions pour qu'on puisse y revenir, facilement à la suite de la présentation de Brigitte. Je vous laisse la parole. Merci à vous. Vous présentez pas, Simplicure? Je le ferai après. D'accord. Alors juste en quelques mots, oui, effectivement, je suis journaliste scientifique. J'ai publié un certain nombre de livres chez Thierry Soucard Éditions, dont le guide pratique des compléments alimentaires, plus, quelques petits ouvrages, dont un sur la CoQ10 et principalement son rôle essentiel sur le cœur, un autre sur la mélatonine, un guide pratique sur la spiruline, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et puis j'ai créé en 2016 un magazine spécialisé sur la micronutrition et la phytothérapie. Ça me semblait, une évidence après avoir, publié, le guide pratique des compléments alimentaires. Ce magazine s'adresse principalement aux professionnels de santé et donc je l'ai créé en 2016. On en est maintenant au 43e numéro. Je prépare le 44, dont le dossier, va bientôt sortir et sera sur la maladie d'Alzheimer. Voilà. Flavie, je Flavie? Oui, oui, je vous laisse la main pour, faire, votre Non, je vous présentation. laisse, présenter Simplicure. Non, je le ferai après votre Ah oui, présentation, après, ça d'accord. tombe bien. Vous faites votre présentation, vous nous parlez du coup, des triglycérides à chaîne moyenne, et leur Comment je impact fais pour l'avoir en plein écran? Si, en j'ai haut trouvé, à droite, j'ai voilà, trouvé. et vous avez la main sur la présentation. Bien, alors oui, effectivement, je vais vous parler des triglycérides à chaîne moyenne et de leur impact sur le cerveau. Alors, les lipides de l'alimentation sont, à 95 à 98 sous forme de triglycérides. Il y a des triglycérides à longue chaîne et des triglycérides à chaîne moyenne. Les triglycérides, on va parler de triglycérides à longue chaîne à partir de, 14 atomes de carbone. Les triglycérides, à chaîne moyenne, selon les classements, sont entre 6 et 10, voire 6 et 12 atomes de carbone. Je choisis entre 6 et 12 atomes de carbone. Alors, les triglycérides à chaîne moyenne, par rapport aux triglycérides à longue chaîne, sont des lipides dont l'absorption intestinale ne nécessite ni l'action de la bile, ni celle des sucs gastriques. La lipase gastrique suffit à les hydrolyser. Donc, ils vont être beaucoup plus rapidement hydrolysés que les triglycérides à chaîne longue. Ils vont libérer beaucoup plus vite des acides gras à chaîne moyenne, les AGCM, qui vont ensuite être convertis dans le foie en cétones. Les cétones vont pénétrer ensuite dans la circulation sanguine, puis dans les cellules où elles sont utilisées par les mitochondries pour produire de l'énergie. Les TCM, donc les triglycérides à chaîne moyenne, vont constituer une source d'énergie beaucoup plus rapidement disponible que les autres lipides, que les autres triglycérides. Alors qu'est-ce que les cétones? On les appelle cétones ou corps cétoniques. Ils sont produits essentiellement par le foie à partir des graisses alimentaires. Alors les TCM ont cette particularité également de produire davantage de cétones que les triglycérides à chaîne longue pour un même apport. Alors les cétones sont principalement au nombre de 3. L'acétone qui est exhalée, donc on va pas la retrouver longtemps dans l'organisme. Et puis les deux autres, l'acide acéto-acétique et l'acide bêta-hydroxybutyrique, qui sont transportés dans le sang vers les cellules des différents organes, et en particulier, on va le voir, vers le cerveau. Alors, les cétones, ce n'est pas la principale source d'énergie de l'organisme. La principale, c'est le glucose. Alors, lorsque les glucides sont abondants et que le glucose est fourni en quantité suffisante, c'est-à-dire sans limitation aux tissus qui en ont besoin,
les cétones vont être en faible concentration dans le sang. Par contre, après un jeûne de plusieurs jours, l'organisme va se mettre dans ce qu'on peut appeler le mode famine, dégrader les graisses stockées libérées par le foie pour obtenir des cétones et produire l'énergie que l'absence de glucose ne leur permettait pas. Les cétones sont également produites lorsqu'on n'a pas mangé depuis plusieurs heures. Par exemple, si vous ne vous levez pas pour grignoter la nuit, eh bien le matin, vous allez avoir produit des cétones. Alors, il y a aussi différentes circonstances dans lesquelles le foie va former davantage de cétones. Ça va être, par exemple, lorsque de grandes quantités de triglycérides sont dégradées en réponse d'une demande de l'organisme. Ça peut se produire, par exemple, en cas de pratique d'exercice physique intensive. Et puis, ça se produit également lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'insuline pour transformer le glucose en énergie, c'est-à-dire pour le faire pénétrer dans les cellules. Donc, ça peut être le cas notamment en cas de diabète et en cas d'insulinorésistance. Dans le cas de certaines maladies, d'un stress intense ou d'une faible concentration de glucides, là encore, le foie va accroître sa production de cétones. Alors, les cétones sont particulièrement importants, vitaux pour le cerveau en cas d'apport insuffisant en glucose. Parce que si toutes nos cellules en état normal sont capables de métaboliser le glucose, la plupart d'entre elles peuvent également utiliser des acides gras comme source d'énergie, mais pas celles du cerveau. Tout simplement parce que les acides gras ne passent pas la barrière hémato-encéphalique, contrairement aux cétones qui le font aisément, et que le cerveau peut donc utiliser comme carburant alternatif. Alors, les triglycérides à chaîne moyenne sont constitués d'acides gras à chaîne moyenne, donc 3 acides gras à chaîne moyenne par triglycéride. On en reconnaît selon les nomenclatures 3 ou 4, le C6, qui est l'acide caproïque ou acide hexanoïque, le C8, qui est l'acide caprylique ou acide octanoïque. Bien sûr, C6, C8 veut dire 6, 8 carbone, C10, 10 carbone, acide caprique, C12, acide laurique, 12 carbone. Alors, des études ont montré que tous n'auraient pas le même pouvoir cétogène, et c'est le C8, l'acide caprylique, qui permettrait de produire le plus de cétones. Alors, les sources alimentaires, le lait de vache, le beurre, en fait, les graisses du lait de vache, le lait de chèvre, sont de faibles sources de triglycérides à chaîne moyenne, et c'est surtout l'huile de noix de coco qui contient des acides saturés sous forme de triglycérides, et on trouve dans l'huile de noix de coco environ 40 à 50% d'acide laurique, donc c'est le C12, c'est pas celui qui est le plus cétogène, à peu près 6% d'acide caprique et environ 5% d'acide caprylique. Les compléments alimentaires contiennent généralement des TCN qui sont extraits ou synthétisés à partir de l'huile de noix de coco et ou de l'huile de palme. Alors, l'épilepsie, bon, vous le savez tous, je pense, c'est une maladie du cerveau, un trouble neurologique causé par une décharge anormale d'activité électrique dans certaines cellules nerveuses du cortex cérébral. Alors, elle va se manifester par des crises convulsives récurrentes, plus ou moins fréquentes, et dans la plupart des cas, aujourd'hui, ces crises peuvent être contrôlées par un ou plusieurs médicaments antiépileptiques. Mais certaines formes sont résistantes aux médicaments, et c'est surtout le cas chez les enfants. Déjà dans l'Antiquité, l'épilepsie était traitée par le jeûne. Le jeûne, on l'a vu tout à l'heure, favorise la production de cétones. Un médecin, dès 1921, a observé, c'est le docteur Cheilling, que lorsque les patients jeûnent, nombre d'entre eux n'ont pas de crise d'épilepsie. Et de surcroît,
cet effet perdurait plusieurs mois après le retour à une alimentation normale. Un médecin américain de la Mayo Clinic, le docteur Wilder, a alors proposé d'essayer d'utiliser un régime cétogène. Donc c'est un régime riche en lipides et pauvre en glucides, et il va être utilisé avec succès chez des enfants épileptiques jusqu'à l'arrivée, à la fin des années 1940, de médicaments antiépileptiques. Et puis, on va recommencer à s'y intéresser depuis la fin des années 1990, et le régime cétogène est à nouveau utilisé pour soigner notamment les enfants qui ne répondent pas à ce traitement. Une revue systématique de la littérature qui inclut 13 études randomisées contrôlées. La grande majorité d'entre elles portaient sur des enfants âgés de 4 mois à 18 ans et 3 sur des adultes. Et cette revue indique qu'un régime cétogène entraîne chez l'enfant 3 fois plus de chances de ne plus avoir de crise, de ne plus avoir du tout de crise, et jusqu'à 6 fois plus de chances de voir la fréquence des crises réduite d'au moins 50%. Chez l'adulte, par contre, il est moins efficace, il n'y a pas la disparition totale des crises. Par contre, là aussi, on a 6 fois plus de chances de voir la fréquence de la crise divisée par 2. Mais le régime cétogène, bien, pour qu'il soit efficace, il doit être scrupuleusement suivi et impose de nombreuses restrictions. Si on arrête de le suivre pendant quelque temps, les crises reviennent. Et ce régime peut être très difficile à suivre. Comme les huiles riches en TCM apportent des lipides facilement convertibles en cétone, ça pourrait être un moyen d'alléger les contraintes de ce régime cétogène. Dès 1974, le docteur Huttenlocher, un pédiatre neurologue, propose une variante du régime cétogène et va intégrer de l'huile TCM. Les propriétés spécifiques des CTN autorisent la consommation de davantage de glucides tout en conservant un état de cétose et va donc simplifier, alléger, rendre plus facile à suivre le régime cétogène. Dans cette variante, on a 75% des apports énergétiques qui proviennent des graisses, contre 90% dans le régime cétogène pur. Et dans cet apport énergétique, on a 30 à 60% qui sont constitués de TCM. Alors, des études montrent que le régime cétogène plus TCM est au moins aussi efficace que le régime cétogène simple sur le contrôle des crises. Et dans une étude, avec plus de la moitié des enfants qui ont suivi un tel régime, ont vu la fréquence de leur crise réduite de plus de 50%. Une étude a comparé un régime cétogène enrichi en acide caprique à celui d'un régime cétogène chez des enfants souffrant d'épilepsie réfractaire. Et là, les auteurs de l'étude ont constaté une efficacité et une tolérabilité comparables entre les deux régimes. Alors, depuis quelques années, des chercheurs commencent à regarder, et si on ajoutait des TCM à une alimentation quasi normale, est-ce que ça pourrait être efficace? Toujours chez des enfants et des adultes présentant une épilepsie réfractaire. Alors, ce sont des études qui sont relativement récentes et sur un petit nombre de personnes. Ainsi, la consommation d'une boisson riche en TCM, en plus, en complément d'une alimentation quasi normale, a réduit en moyenne de 50% la fréquence des crises chez des adultes et des enfants. Donc, là encore, on a une bonne efficacité. Et curieusement, moins de 10% des participants ont produit des cétones, suggérant que les TCM agiraient également par d'autres mécanismes. Dans une autre étude, on a ajouté 2 fois par jour de l'huile de TCM à l'alimentation et on a vu chez des adultes une réduction de 42% de la fréquence des crises. Et cette fois-ci, la plupart des participants ont produit des cétones. Alors on peut aussi penser que ce n'était pas la même composition d'acide HN moyenne dans les deux études qui pourrait expliquer, mais pas seulement. Parce que différents mécanismes sont en jeu.
les cétones exerceraient un rôle protecteur sur le cerveau et semblent y réparer des lésions, ce qui pourrait expliquer que chez certains épileptiques, lorsqu'ils arrêtent le régime cétonique, les crises ne réapparaissent pas. Enfin, les cétones augmentent la production de GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur, et l'augmentation de la production, augmentant les effets du GABA, pourrait diminuer la vulnérabilité du cerveau à la survenue des crises. Et puis les TCM, et plus particulièrement l'acide caprique, eh bien, ils optimisent le fonctionnement des mitochondries, ils modulent l'activité des astrocytes. Et de plus, cet acide caprique possède également des propriétés anticonvulsives importantes en cas d'épilepsie. Alors, la maladie d'Alzheimer, on s'est rendu compte, alors d'abord, le cerveau est un grand consommateur d'énergie. Et alors qu'il ne représente que 2% du poids total de l'organisme, il consomme 20% d'énergie totale. Alors pendant très longtemps, on a considéré qu'une faible concentration cérébrale en glucose était la conséquence d'une diminution du nombre de neurones. Moins de neurones, moins de besoins énergétiques. Mais depuis le début des années 1980, on suppose qu'en fait, c'est un apport insuffisant en glucose au cerveau ou une défaillance de son métabolisme qui contribuerait au risque de maladie d'Alzheimer et à sa progression, de même qu'à des troubles cognitifs. En fait, des cellules cérébrales disparaîtraient faute d'un apport suffisant en énergie, et non pas l'inverse. Dans la réalité, une baisse de l'assimilation du glucose serait à l'origine de la maladie. Alors, on peut le comparer, et certains ont appelé la maladie d'Alzheimer un diabète de type 3. On peut comparer cette baisse d'assimilation à un diabète. Une résistance à l'insuline s'installerait dans les cellules cérébrales, empêchant l'entrée du glucose dans les cellules. Chez des personnes âgées avec une cognition normale, mais des antécédents familiaux, des personnes porteuses d'une mutation de la préséniline ou de la POE4, ou présentant un diabète de type 2, eh bien, on va voir que les neurones assimilent moins bien le glucose. Et cette baisse peut intervenir plusieurs années avant que n'apparaissent les symptômes. J'ai un petit problème de... Voilà. Alors, je suis désolée, mais j'ai un petit problème j'ai mon ordinateur qui bloque. Je peux, si vous voulez, tourner les pages pour vous. Eh bien, c'est gentil, parce que je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Alors, l'utilisation de la tomographie par émission de positons, ou PET scan, a permis de mettre en évidence, chez des personnes âgées de 60 à 80 ans, une réduction du métabolisme du glucose dans certaines régions du cerveau habituellement touchées par la maladie d'Alzheimer. Et cette réduction du métabolisme veut dire que les neurones n'arrivaient pas à absorber, à assimiler suffisamment de glucose pour leurs besoins. Chez 12% de ces personnes, 3 ans plus tard, on observe 11 de ces 12 personnes se sont plaintes de troubles de la mémoire et la 12e a développé la maladie d'Alzheimer. Les personnes dont le métabolisme du glucose paraissait normal n'ont pas signalé de problème 3 ans plus tard.
Alors, ces données ont suggéré qu'une amélioration de l'apport énergétique aux cellules cérébrales pourrait peut-être être bénéfique. Et ça a ouvert d'autres pistes de recherche. Flavie? Merci. Donc, on a testé l'effet des cétones comme carburant alternatif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les cétones traversent la barrière hémato-encéphalique, peuvent donc pénétrer dans le cerveau et sont rapidement utilisés comme carburant par les neurones. Leur assimilation est normalement proportionnelle à leur concentration plasmatique. Alors là encore, l'utilisation de PET scan a permis chez des personnes présentant des troubles cognitifs légers ou une maladie d'Alzheimer de montrer que lorsque l'on donne des cétones, ils parviennent bien au cerveau de ces personnes et sont bien assimilés par les neurones. De surcroît, une fois soumises à des tests cognitifs, ces personnes qui avaient absorbé des cétones ont vu leurs tests cognitifs s'améliorer et cette amélioration était directement liée à l'augmentation des concentrations plasmatiques de cétones. Merci. Des études montrent ainsi, alors chez des personnes à un stade léger à modéré de maladie d'Alzheimer, la consommation pendant 1 mois de 30 grammes par jour de TCM a doublé l'assimilation des cétones dans les cellules cérébrales, n'a pas changé, n'a pas affecté l'assimilation du glucose, c'est-à-dire les neurones n'ont pas assimilé plus ou moins de glucose qu'avant cette supplémentation. Ce qui veut dire que la consommation des TCM a permis de compenser le déficit d'assimilation cérébrale du glucose. Chez les personnes souffrant de troubles cognitifs légers, la consommation quotidienne pendant 6 mois de 30 grammes de TCM, ces 30 grammes ont été scindés en 2 prises dans la journée, eh bien cette supplémentation induit une augmentation de 230% du métabolisme cérébral des cétones, tandis que là encore, le métabolisme du glucose restait inchangé. Et là encore, l'assimilation des cétones par les cellules cérébrales a été associée à l'amélioration de plusieurs mesures de la cognition, donc une amélioration des troubles cognitifs légers. Là, on regardait ces études. Dans ces études, on a vu en plus l'amélioration de la cognition, mais principalement, les chercheurs voulaient voir si les cétones étaient absorbées ou non. Alors, on a plusieurs études réalisées après ont montré des améliorations de la cognition chez des personnes, soit qu'elles souffrent de troubles cognitifs légers ou qu'elles souffrent de maladie d'Alzheimer en prenant des TCM. Donc, dans une étude, on a la prise quotidienne pendant 90 jours de TCM ou d'un placebo par 152 personnes présentant une maladie d'Alzheimer à un stade léger à modéré. Eh bien, cette prise a généré une augmentation des concentrations des cétones sériques dès 2 heures après la prise. Donc, on voit que c'est extrêmement rapide. Une amélioration significative des scores d'évaluation de la gravité des symptômes et les effets, ces améliorations étaient plus marquées chez les porteurs de l'APOE4. Alors, on le reverra à la fin de la présentation, les TCM peuvent provoquer un certain nombre d'effets secondaires d'ordre gastro-intestinaux, ce qui explique que dans cette étude, pendant les 7 premiers jours de l'étude, la dose n'était que de 30 mg par jour et qu'elle a seulement ensuite, une fois l'évaluation de la tolérance de cette dose, elle a été multipliée par 2. Dans une autre étude, la prise de 17,3 grammes de TCM pendant 30 jours a également montré des effets bénéfiques sur les capacités cognitives de personnes souffrant de maladie d'Alzheimer à un stade léger à modéré
et porteuses de l'ApoE4. Dans une petite étude à évaluer pendant 11 mois les effets d'une prise quotidienne de 42 grammes de TCM. Alors, c'était 42 grammes, mais c'était où la dose maximale tolérée. C'est-à-dire que si les personnes ne pouvaient pas accepter cette dose de 42 grammes, eh bien, ils en prenaient un petit peu moins. Ces personnes étaient âgées en moyenne de 72 ans. Alors, le fonctionnement cognitif est resté stable pendant tout au long de la prise des TCM, c'est-à-dire pendant 11 mois. Un effet positif a été observé de façon proportionnelle à la quantité de TCM consommée. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'était 42 grammes de TCM ou la dose maximale tolérée. Et cet effet positif a été évalué par un test Communigram, qui est un test qui s'appuie sur un jeu de cartes. Et les effets bénéfiques ont été observés essentiellement dans les domaines des fonctions psychomotrices et de l'attention. Alors, les effets étaient beaucoup plus importants chez les personnes qui, au début de l'étude, avaient un test MMSE plus élevé, c'est-à-dire avaient une cognition moins dégradée. Le statut ApoE4 dans cette étude n'a pas eu d'effet, d'impact sur les résultats. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les TCM pourraient jouer sur l'évolution de la maladie, de la maladie d'Alzheimer? Alors, le vieillissement des mitochondries et leur dysfonctionnement pourraient être impliqués dans l'apparition de la maladie d'Alzheimer et dans sa progression. Le dysfonctionnement des mitochondries favorise l'accumulation de la bêta-amyloïde dans le cytoplasme des neurones, augmentant ainsi leur vulnérabilité et leur destruction. Alors, des études ont été faites essentiellement sur des modèles animaux. On a ainsi montré que une supplémentation quotidienne en TCM améliore le fonctionnement des mitochondries et qu'elle diminue les concentrations de la protéine précurseur de la bêta-amyloïde. Dans une autre étude, elle a porté sur des animaux qui avaient des problèmes comportementaux, c'est-à-dire qui souffraient d'anxiété, de troubles de la mémoire. La consommation d'ester de cétone a amélioré l'anxiété et la mémoire des animaux, mais surtout, elle a diminué les concentrations de la protéine bêta-amyloïde et de la protéine tau dans les régions du cerveau des animaux qui sont liées aux problèmes d'anxiété et de mémoire. Alors, chez l'homme, ça a été uniquement testé dans une étude. On a les effets d'un régime méditerranéen ont été modifiés pour être cétogène. Ça a été évalué sur un petit groupe de personnes à risque de maladie d'Alzheimer qui se plaignaient de problèmes de mémoire ou de troubles cognitifs légers. Alors, pendant 6 semaines, ces personnes ont suivi ce régime méditerranéen modifié pour être cétogène. Ça veut dire que il avait beaucoup moins l'aspect d'un régime méditerranéen, puisqu'il a fallu limiter notamment les fruits et légumes et les graines. Suivre ce régime a augmenté l'assimilation des cétones dans le cerveau. Il a accru les concentrations du peptide bêta-amyloïde 42 dans le lipide céphalorachidien et diminué celle de la protéine tau. Alors, il faut savoir que chez les personnes souffrant de maladie d'Alzheimer, les concentrations de la protéine tau sont augmentées et celles du peptide bêta-amyloïde diminuées. Donc là, on avait un effet inverse, une augmentation du peptide bêta-amyloïde 42 et une diminution de la protéine tau. Alors, ce sont des résultats qu'il faut confirmer sur le long terme.
Différentes études suggèrent qu'un régime cétogène ou la consommation de TCM pourrait avoir des effets protecteurs par rapport au risque de maladie d'Alzheimer et intervenir dans son processus évolutif, mais il faudrait des études de longue durée, il n'y en a pas pour le moment, pour vérifier leur impact. Le professeur Stephen Cunan est un chercheur de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université de Sherbrooke et il est reconnu comme un spécialiste mondial pour ses travaux concernant les cétones et le cerveau. Dans un entretien qu'il m'a accordé pour mon magazine Nature Science Santé, il dit: je pense que les cétones peuvent alimenter le cerveau sur le long terme. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, il y a le plus de chances de réussir et de préserver les fonctions encore présentes si on intervient avant le déficit cognitif et en glucose soit trop important. Pour le professeur Cunan, il faut qu'il reste du glucose parce que les cétones ne suffisent pas à faire fonctionner convenablement les neurones. Le, Dans l'interview, il a utilisé l'analogie d'un moteur de voiture en disant qu'il fallait à la fois de l'essence et de l'huile. Et les cétones, c'est l'essence, et le glucose, c'est l'huile. Si vous n'avez plus d'huile du tout, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, si trop de neurones sont déjà détruits, eh bien, il n'y a plus rien à reconstruire. Alors, je voudrais parler de l'huile de noix de coco pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en 2015, c'est devenu un petit peu à la mode et je vais en parler plus en détail, avec la parution d'un livre du docteur Mary Newport qui montrait, l'intérêt de l'huile de noix de coco et ajoutée à des TCM sur le cerveau d'un malade, son mari, atteint d'un Alzheimer précoce. Alors on en a beaucoup parlé. L'huile de noix de coco a fait la une des magazines pendant pas mal de temps. Alors, une étude randomisée, l'analyse de 7 études randomisées contrôlées évaluant les effets de la consommation d'huile de noix de coco chez des personnes souffrant de maladie d'Alzheimer montre que par rapport à un groupe témoin, l'huile de noix de coco améliore les scores cognitifs de personnes souffrant de maladie d'Alzheimer. Que la prise de souvenez-vous, l'huile de noix de coco est l'une des principales sources de TCM dans l'alimentation. Donc, cette analyse vient renforcer les données suggérant que les TCM présents dans l'huile de noix de coco pourraient avoir le potentiel de ralentir l'avancée de la maladie. Mais dans l'huile de noix de coco, il n'y a pas que des TCM, il y a aussi beaucoup d'autres ingrédients, dont des polyphénols, de la vitamine E, qui ont un pouvoir important, des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, qui sont très importantes, puisqu'on a dans le cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer un stress oxydant important et une neuroinflammation. Après une supplémentation avec de l'huile de coco vierge, les résultats des participants, particulièrement les résultats concernant l'orientation et le langage, ont été significativement améliorés dans une étude, et les résultats différaient selon le sexe, la présence d'un diabète ou la sévérité de la démence déjà installée. Dans un autre essai, suivant un régime méditerranéen enrichi en huile de coco, a ainsi nettement amélioré le fonctionnement cognitif de personnes souffrant de maladie d'Alzheimer. Là, on a eu une différence aussi selon les hommes et les femmes. Le suivi de ce régime a été bénéfique pour des hommes, ainsi que pour des personnes à un stade sévère de la maladie, mais ces effets ont été beaucoup plus importants
chez des femmes n'étant qu'à un stade léger à modéré de la maladie d'Alzheimer. Là encore, c'est une petite étude pilote. Alors, je vais vous parler de Mary Newport. Elle a publié donc en 2015 l'huile de noix de coco, un espoir pour la maladie d'Alzheimer. Elle a publié ce livre qui a été traduit en français et dans de nombreuses langues, et elle a fait tout un circuit de conférences pour raconter son histoire. Alors, Mary Newport est médecin. Dans ce livre, elle raconte son mari souffrait à l'époque d'une maladie d'Alzheimer d'apparition précoce qui est apparue à 51 ans. Et elle raconte la lente descente aux enfers, parce que c'est réellement ça, au fur et à mesure de son mari, au fur et à mesure que la maladie se développe. Et puis, elle cherche des solutions sur Internet pour essayer de favoriser, enfin d'aider son mari, et elle découvre une approche nutritionnelle qui va produire des effets, des améliorations spectaculaires sur l'état de santé de son mari. Lorsque elle débute le traitement, les symptômes de son mari sont déjà présents depuis plus de 7 ans, et les derniers mois avant qu'elle commence le traitement, son état s'était beaucoup aggravé. Alors, la consommation d'huile de noix de coco et de triglycérides à chaîne moyenne issus de l'huile de noix de coco a fait régresser, au moins pour un temps, la plupart des symptômes. Mary Newport a commencé à donner à son mari tous les matins 35 grammes d'huile de noix de coco, et elle a également commencé à utiliser des produits à base de noix de coco pour les autres repas de la matinée. En fait, elle a commencé parce que son mari elle souhaitait essayer de faire entrer son mari dans une étude, et pour qu'il puisse entrer dans cette étude, eh bien, il fallait qu'il ait un bon score, qu'un score d'au moins 18 au test MMSE, et il avait passé le test, il n'avait pas atteint le bon score. Le matin, elle avait obtenu qu'il puisse repasser ce test, ce minimum test examination, et il a passé ce test le jour où il a pris sa première dose d'huile de noix de coco, et ses résultats au test ont été améliorés de 4 points. Après 4 ou 5 jours de ce traitement, il parlait plus facilement, retrouvait des gestes du quotidien. Au bout de 2-3 mois, sa démarche était redevenue normale, il a pu lire à nouveau. Sa mémoire s'est améliorée au bout de 10 mois, il était à nouveau capable de se souvenir d'événements qui s'étaient passés 2 semaines, 1 mois avant. Cela a continué de s'améliorer, a perduré un temps, et puis, un jour, d'un seul coup, une rechute majeure s'est produite. Alors, Stéphane Cunan, qui connaît bien Mary Newport, l'explique par ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut qu'il y ait suffisamment de glucose et encore suffisamment de glucose pour que les traitements avec les TCM fonctionnent. Pour lui, lorsque toute la rechute majeure peut être due au fait qu'il n'y avait plus de glucose. Alors, les TCM, comme l'huile de noix de coco, ont des effets secondaires, plus ou moins gênants selon les personnes. Et surtout, il y a une polémique sur ces risques potentiels au niveau de la santé cardiovasculaire. Alors, les effets secondaires les plus courants que l'on voit, enfin, qui dans certaines études ont fait que les gens ont quitté n'ont pas poursuivi l'étude avec la prise de TCM ou d'huile de noix de coco, sont essentiellement des manifestations gastro-intestinales. Alors, ça peut être des diarrhées, des nausées, des inconforts intestinaux-gastriques, la digestion, ou une constipation, selon les cas. Alors,
pour les éviter, il est conseillé d'augmenter les doses progressivement. Pour l'huile de noix de coco, par exemple, commencer par une cuillère à café par repas mélangée aux aliments. L'objectif étant d'atteindre progressivement 4 à 6 cuillères à soupe par jour réparties sur 2 à 4 repas. Alors, certaines personnes pourront tolérer, d'autres non. Des intolérances peuvent se manifester aussi sur le long terme. Alors, quelques précautions. La consommation de TCM n'a pas montré qu'elle pouvait augmenter les cétones plasmatiques jusqu'à des niveaux dangereux. Cependant, chez des personnes telles que les diabétiques qui sont à risque d'avoir des niveaux sanguins élevés de cétones, eh bien, elles ne doivent pas en prendre sans surveillance. Et il en est de même en cas de maladie de foie. Alors une polémique. La polémique, je vous l'ai dit, c'est y a-t-il prendre des TCM ou de l'huile de coco, est-ce qu'il y a un risque cardiovasculaire? Est-ce que leur prise affecterait les profils lipidiques? Alors, en 2017, l'American Heart Association a affirmé que l'huile de noix de coco et les TCM étaient aussi dangereux pour la santé cardiovasculaire que, par exemple, les lardons. Hein, pourquoi pas? L'entretien que Stéphane Cunan m'a accordé s'est également passé en 2017, mais un petit peu plus, plus tardivement. Donc je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a répondu: je mets au défi quiconque de montrer des résultats randomisés contrôlés qui supportent cette allégation de dangerosité. Il a ajouté: j'ai fait une étude dans laquelle la prise de 30 grammes par jour de TCM par des personnes présentant un trouble cognitif léger n'a provoqué aucun changement dans le cholestérol, les triglycérides, l'hémoglobine glyquée, la glycémie ou la tension artérielle. De plus, le docteur Russell-Sferdo a fait une étude de 3 mois sur la diète cétogène chez des patients Alzheimer et tous ces facteurs, le LDL cholestérol, le cholestérol total, les triglycérides, le tour de taille, sont restés normaux. Alors, tous les résultats sont pas tous cohérents et c'est normal, hein. Chacun de nous ne réagit pas de la même façon. Et puis, lorsqu'on va ajouter des TCM ou de l'huile de noix de coco à l'alimentation d'une personne, ces effets ne se limitent pas à leurs effets propres, mais aussi il faut tenir compte de ce qu'il y a aussi par ailleurs dans l'alimentation de la personne. Donc en 2021, une revue méta-analyse d'essais randomisés constate que la supplémentation en l'huile de TCM n'affecte ni le niveau de cholestérol LDL, ni ceux du cholestérol total ou du cholestérol HDL, mais provoque une petite augmentation des triglycérides. Alors, au début de cette année, une analyse de 26 études utilisant de l'huile de noix de coco, ces études étaient d'une durée de 3 semaines à 2 ans, a été publiée là, en janvier dernier. Et dans les auteurs de l'étude, on retrouve le docteur Mary Newport. Donc elle constate, elle, que l'impact de la prise d'huile de coco sur les paramètres lipidiques semble dépendre de la durée de l'étude. Qu'on n'a pas d'homogénéité dans les mesures des niveaux de cholestérol total et de cholestérol LDL. Que les niveaux de triglycérides ont tendance à diminuer et ceux du cholestérol HDL, donc le bon cholestérol, une tendance à augmenter, et cela indépendamment de la durée de l'étude. Qu'il existe une grande variabilité entre les réponses des profils lipidiques des participants, mais la conclusion est que la recommandation d'éviter de consommer de l'huile de coco en raison de ses effets sur les paramètres lipidiques est injustifiée.
Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, alors, les TCM, les triglycérides à chaîne moyenne, sont utilisés avec un certain succès depuis plus de 50 ans dans la prise en charge d'épilepsie réfractaire et notamment chez des enfants. Dans la maladie d'Alzheimer et plusieurs années avant qu'elle ne se manifeste, que l'on voit des symptômes apparaître, les neurones rencontrent des difficultés à assimiler le glucose. Les TCM peuvent constituer un carburant alternatif pour les cellules cérébrales. Et un certain nombre d'études montrent des effets bénéfiques de la prise de TCM ou d'huile de coco sur la cognition. Alors, leurs effets, l'effet des TCM ou de l'huile de noix de coco sur le profil lipidique semblent différer selon les paramètres, mais apparemment pas au point de représenter un danger pour les maladies cardiovasculaires. Reste la question, est-ce que l'ajout de TCM ou d'huile de noix de coco peut ou non changer l'évolution de la maladie de façon durable? C'est une question qui reste encore en suspens, mais on l'a vu, si la prise de TCM ou d'huile de noix de coco est débutée trop tard, s'il y a trop de neurones endommagés, s'il ne reste pratiquement plus d'assimilation du glucose, cela semble difficile de l'envisager. Je vous remercie. Merci Brigitte pour cette Je vous en prie. très complète. Je vous laisse partager toutes vos questions que vous auriez dans le canal de discussion. Je vais prendre quelques minutes pour présenter SimpliCure et puis on reviendra du coup sur les questions si ça vous va. Tout à fait. Super. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore SimpliCure, nous sommes une plateforme qui regroupe différents laboratoires dont l'objectif va être vraiment de faciliter la pratique des praticiens de santé. L'idée, c'est de pouvoir, en un seul et même endroit, regrouper plus de 130 laboratoires. Maintenant, on est même à plus de 2500 références de produits différents. Et donc, ça va être l'idée de vous permettre de créer une recommandation avec tous les produits que vous avez envie de proposer à votre patient. Donc, d'avoir vraiment ce côté où vous avez ce suivi en un seul et même endroit et votre patient n'a qu'un seul lien à cliquer, qu'un seul colis à commander, qu'un seul frais de port. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une observance qui va être bien meilleure au niveau de votre pratique. Je vais peut-être vous partager mon écran pour vous montrer en quelques instants comment ça se présente et comment ça fonctionne. Donc, quand vous êtes sur SimpliCure et que vous vous inscrivez, vous allez arriver sur cet écran d'accueil sur lequel, notamment, vous allez pouvoir retrouver tous les webinaires, tous les replays, dont notamment celui d'aujourd'hui qui sera disponible dès cet après-midi. Ensuite, vous allez pouvoir créer une recommandation. Mettre les coordonnées de votre patient, de votre client pour qu'il reçoive évidemment sa recommandation, et puis ajouter un produit et accéder à tout le catalogue. Évidemment, il y a des filtres qui sont disponibles pour vous permettre facilement de trouver ce que vous cherchez. Donc, on peut notamment chercher par ingrédients. On parlait aujourd'hui de l'acide caprique, vous pouvez retrouver tous les produits qui contiennent cette molécule. Vous pouvez sélectionner ce que vous avez envie de proposer à votre patient. Et puis, vous allez pouvoir spécifier la posologie avec laquelle il doit consommer ce produit. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez et vous envoyez. Et votre patient reçoit un lien pour passer facilement sa commande. Si vous souhaitez découvrir SimpliCure, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vais vous mettre un petit bandeau qui va passer pour vous permettre facilement de cliquer, de vous enregistrer. Et alors, un de mes collègues prendra le temps de vous rencontrer pour vous présenter un peu plus amplement la plateforme. Il y a encore des webinaires qui sont prévus la semaine prochaine, qui s'annoncent très très chouettes, notamment un sur la naturopathie quantique avec Loïc Ternicien. Donc si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez aussi évidemment le faire via le site de SimpliCure. Voilà, j'en ai fini ma petite présentation. Brigitte, on peut passer aux questions? Oui, bien sûr. Alors, j'en ai vu passer une qui est: quel est le rapport entre l'ApoE4 et l'effet des TCM sur l'Alzheimer? C'est une bonne question. Mhm.
Dans la réalité, je ne sais pas et je ne suis pas certaine que les auteurs des études le sachent encore vraiment. Alors, l'ApoE4 et la présence de l'ApoE4, on le sait, est un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Donc, chez les personnes qui présentent ce facteur de risque, on peut penser que prendre en prévention des TCM ou de l'huile de noix de coco peut avoir un effet bénéfique. Je sais que je ne réponds pas exactement à la question, mais dans les différentes études que j'ai lues, l'impact des TCM ou de l'huile de noix de coco est toujours regardé en fonction de la présence ou non de l'ApoE4. Dans certains cas, on a une plus grande efficacité, dans d'autres, ça ne change rien. Voilà, je sais que ma réponse n'est pas complète, mais voilà. C'est ce que vous Euh, savez, ce qui ressort des études. voilà, c'est ça. Mmh. Mais oui, c'est pas très explicite, disons. D'accord. On- Si, au moins c'est une piste de réponse. Bah, il faut quand même voir que les travaux, les études sont quand même sur les supplémentations en TCM sont quand même relativement récentes. Donc on a encore beaucoup de choses à découvrir, je pense. Mmh. Tout à fait. Voilà. Alors, l'autre question aussi sur le cas d'hypertriglycémie d'origine héréditaire, j'ai pas la réponse. J'ai une certaine tendance à penser que ça ne doit pas être très compatible, mais je n'en suis pas certaine. D'accord, c'est aussi à vérifier. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est toujours pareil lorsqu'on souffre d'une maladie, lorsqu'on suit un traitement, il faut toujours ou qu'on prescrit ou consulte, il faut toujours vérifier les éventuelles incompatibilités. Tout à fait. Alors, sur la question sur comment utiliser l'huile de noix de coco au quotidien, voilà. Euh, eh bien, l'huile de noix de coco, je pense que vous le savez, à l'état, à température normale, eh bien, elle est solide. Mais oui, on peut l'utiliser pour cuisiner. Vous pouvez par exemple faire au lieu de mettre de l'huile ou du beurre, si vous faites un poulet par exemple au four, bah, vous pouvez utiliser de l'huile de noix de coco, et comme ça sur beaucoup d'autres produits. Alors, il faut aimer le parfum de l'huile de noix de coco, mais il en existe également de désodorisés. Mmh. OK. Enfin, je Super. trouve que ça a moins de charme. Oui, si on aime l'huile de noix de coco et si on aime le goût, effectivement, ça peut être intéressant. Oui, super. Alors, c'est pas un livre, hein, c'est le prochain numéro de mon magazine Nature Science Santé, heu, qui comprendra un dossier sur, la maladie d'Alzheimer et je pense qu'il devrait, paraître, vers, mi-avril, si D'accord. j'arrive à respecter mes délais. Et justement, peut-être que vous pouviez nous partager, comment on peut, s'inscrire et recevoir votre magazine? Eh bien, on peut repasser la dernière diapositive de ma présentation? Eh bien, là, vous avez le site internet du magazine. Donc le magazine est disponible. Vous pouvez, choisir dans la boutique, on est je vous l'ai dit, je prépare le 44, trième numéro. Vous pouvez, acheter, si vous le souhaitez, les numéros déjà parus que vous souhaitez. Sinon, vous pouvez vous abonner. C'est un abonnement pour 8 numéros. Tout se fait sur notre site, donc naturesciencesanté.eu. Que dire d'autre? Il existe en 2 formats, en format PDF et en format papier. OK. Super, très clair, merci. Et De alors une rien. dernière question, justement sur l'huile désodorisée, est-ce qu'elle ne perd pas, ses propriétés? Bah, elle est juste désodorisée, hein, Et à la cuisson, est-ce que ça perd ses propriétés? l'huile de noix de coco, non, elle supporte la cuisson. OK, super. Mais c'était très clair, il me semble qu'on a fait le tour des différentes questions. Alors, un tout grand merci, Et je Brigitte. sais que il me semble que chez Thierry Soucard Éditions, il y a un bouquin,
qui est sorti avec des recettes, utilisant l'huile de coco. Il y a quelques années, je pense donc c'était à l'époque où Marie Newport, faisait des conférences et avait rendu l'huile de noix de coco, célèbre. Donc c'est dans les ça doit être sorti en 2015, 2016 ou 2017. OK, super, merci pour l'info. Et je Merci vous pour, en prie. votre présentation et pour ce partage d'informations. Je pense que c'est Merci. très enrichissant pour tout le monde, donc merci à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde et